Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire consacré aux relations parents-ados qui est organisé aujourd'hui par notre département prévention et promotion de la santé de l'AMC. Donc je suis avec vous ce soir, mais il y a bien sûr toute une équipe derrière moi que vous rencontrez sans doute à l'occasion d'ateliers, de formations, de sessions Je cours pour ma forme organisées dans votre région. Alors, la mission principale de notre département, c'est de proposer des thématiques sur la santé au sens large, des projets, des outils. Et ce webinaire est aujourd'hui organisé pour lancer notre page web dédiée aux compétences psychosociales. Alors, au programme de ce soir, nous allons passer à peu près 1h30 ensemble. J'espère que vous êtes bien installés. Au programme ce soir, eh bien, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter cette page web dédiée aux compétences psychosociales comme un outil complémentaire à l'intervention de Monsieur Mbeek, qui nous parlera des clés et des pistes pour une relation harmonieuse donc, entre parents et ados, et notamment à travers la posture, la place que nous pouvons tenir auprès de nos ados à la maison pour maintenir ce lien. Ce sera suivi évidemment de questions-réponses que vous pouvez commencer à poser tout au long de ce webinaire dans la conversation. Nous en sélectionnerons évidemment quelques-unes parce que vous êtes très nombreux ce soir à vous connecter et nous consacrerons ce temps de questions-réponses en fin de présentation. Alors, avant d'entamer, je tiens bien sûr à accueillir Monsieur Mbeek. Nous vous accueillons en direct de chez vous. Bonjour. Bonjour et nous vous remercions déjà d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. Et donc avant de commencer, je vais rappeler juste quelques petites précisions techniques pour vous, les participants. Donc ce webinaire est enregistré, donc vous pouvez à tout moment, si nécessaire, mettre sur pause, le reprendre quand vous voulez, avancer avec la barrette qui se retrouvera en bas de votre écran. Vous pourrez retrouver aussi l'enregistrement complet de cette soirée sur notre site internet et cette page web que je vais vous présenter. Ce sera disponible dès la fin de cette semaine. Donc, comme je le disais, soit pour poursuivre si vous n'avez pas pu aller au bout, ou aussi pour le partager et en parler autour de vous. Voilà. Et donc, avant de poser la première question à Monsieur Mbeek, parce que ce soir, ce sera très interactif, donc, comme convenu, Monsieur Mbeek, je vous poserai quelques questions pour aborder ces clés d'une relation harmonieuse. Alors, pourquoi vous présenter cette page web? Quel est notre objectif? Eh bien, notre objectif ce soir, c'est également de vous mettre dans les mains un outil, une nouvelle approche qui est consacrée donc, au bien-être des jeunes et donc aux compétences psychosociales. En fait, la qualité de la relation que vous pouvez avoir avec votre ado dépend bien évidemment de tout un contexte, mais aussi des occasions que vous pouvez avoir pour renforcer en fait les compétences psychosociales. Donc, en quelques mots, je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, mais en quelques mots, en fait, ces compétences psychosociales, on s'y est intéressé parce qu'elles sont vraiment un levier déterminant pour le bien-être du jeune. Il est prouvé vraiment qu'elles permettent en fait d'entrer plus facilement en relation avec les autres, de gérer son stress, d'identifier ses émotions et elles sont donc déterminantes pour que le jeune, dans toute cette période de l'adolescence, puisse maintenir le cap, maintenir un certain équilibre. Heu, alors au niveau de notre département, on s'est tout d'abord intéressé à ces compétences psychosociales en voulant les proposer aux professionnels. Donc l'année passée, nous avons organisé une série de formations à destination de tous les intervenants éducatifs qui sont en contact avec les jeunes de façon à travailler le bien-être du jeune. Mais aujourd'hui, c'est vraiment à vous, parents, que nous souhaitons proposer cet outil. Donc en quelques mots, les compétences psychosociales, en fait, c'est des compétences que nous avons tous en nous, que l'on développe tout au long de notre vie, au fil de nos expériences, au fil de nos expériences de vie, en rencontrant des environnements qui permettent en fait de les développer.
et elles vont permettre, comme je le disais, de développer des ressources qui, face à tout ce que le jeune rencontre au quotidien, il va pouvoir s'appuyer sur ces ressources pour faire face à une situation, par exemple pour présenter un exposé, pour entrer en relation avec les autres, pour développer des nouvelles compétences en communication. Donc il y a vraiment, ce sont des ressources en fait qu'on a tous en nous, comme je disais, comme un bagage et que l'on peut vraiment développer au quotidien. Et le parent, voilà, en tant que parent, vous avez aussi un rôle à jouer par rapport à cela pour armer davantage en fait votre adolescent. Et l'idée ici aujourd'hui, c'est pas de vous confier un outil supplémentaire, enfin une pression supplémentaire, pardon, en vous parlant de cet outil, mais c'est plutôt d'élargir en fait vos balises en tant que parent et d'imaginer comment pouvoir enrichir encore cette posture. Et donc cette page web, vous la voyez là sous les yeux, je pense, elle vous permettra à travers des vidéos de découvrir plus largement ce que sont les compétences psychosociales, quelle posture en tant que parent vous pouvez tenir, et aussi à travers des expériences collectives comme des jeunes peuvent les connaître dans les mouvements de jeunesse, comme ici au Carina. Ce sont vraiment des lieux d'expérimentation en fait des compétences psychosociales. Alors on a voulu être le plus concret possible aussi en donnant la parole à des parents et à des ados autour de cette thématique. Et donc vous pourrez entendre ces témoins vous parler du développement des compétences psychosociales vraiment au quotidien, face à un choix par exemple à faire ou face aux contacts sociaux que les jeunes entreprennent au jour le jour. Et alors dans cette page, vous pourrez aussi trouver des repères théoriques et pratiques qui pourront continuer à vous donner un éclairage sur les compétences psychosociales et le rôle en tant que parent que vous pouvez avoir. Mais donc tout ça va vraiment être détaillé ici dans la suite du webinaire. Alors, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Humbeek. Je tiens quand même à vous présenter, même si pour beaucoup, vous êtes sans doute déjà connu. Donc, vous êtes psychopédagogue, docteur en sciences de l'éducation et auteur de nombreux ouvrages, hein, et tous les jours, au quotidien, vous travaillez les relations familiales, mais aussi la prévention du harcèlement et des violences scolaires. Et donc, vous me semblez en tout cas la bonne personne pour travailler cette relation, enfin, quels sont les ingrédients en fait de cette relation harmonieuse entre parents et ados? Et donc ma première question, c'est de vous demander en quelques mots quelles sont les balises, quels sont les repères, enfin en quelques mots, qu'est-ce qu'une relation harmonieuse entre parents et ados au quotidien? Alors, c'est une relation qui va permettre de demeurer équilibrée. C'est important parce qu'on va toujours être entre deux pôles, hein, deux hésitations fondamentales. Et il faut nécessairement que la relation reste consistante. C'est compliqué parce que l'adolescence, c'est une période qui, de l'extérieur, semble chaotique. Alors, on va déjà le dire d'emblée, on peut très bien aimer son adolescent sans le comprendre. Donc le but du jeu n'est pas de comprendre l'autre. C'est d'ailleurs très dangereux de comprendre l'autre, surtout lorsqu'il s'agit d'un adolescent. C'est vrai aussi dans le couple, hein. C'est pour ça que les couples de psychologues sont parfois très difficiles à vivre, parce que si vous raisonnez comme un psychologue avec votre conjoint, c'est-à-dire si vous lui dites « mais je te comprends parfaitement, tu es comme ça parce que ta mère était comme ça, et ta mère était comme ça parce qu'elle a vécu ça et ça et ça », vous allez donner l'impression que vous enfermez l'autre dans une compréhension qui l'empêche de vous étonner, de vous décevoir ou de se conformer, c'est-à-dire tout ce qui fait la liberté d'un être humain. L'adolescent a besoin d'être inintelligible. Si vous lui dites « je t'aime, je ne te comprends pas », ça tient très très bien la route. Même l'idée qu'on ne puisse ne pas le reconnaître, hein. Il faut savoir que l'adolescence, c'est une période, les transformations physiques vont évidemment sauter aux yeux, mais ce n'est pas elles qui sont à la limite les plus compliquées à appréhender et qui donnent ce sentiment de changement fondamental qui va désarçonner. Et quand on est désarçonné, évidemment, qu'on a une posture d'équilibriste, c'est très compliqué de maintenir son équilibre. Et donc, il faut accepter cette idée qu'on va être désarçonné par ce qui se passe, par exemple, dans le cerveau de l'adolescent. L'adolescent est en train de changer sa
configuration cérébrale, hein, il faut bien comprendre. Alors, je sais que pour les personnes qui nous écoutent, ça ne saute pas aux yeux, par exemple, mais il faut savoir que nos adolescents ont plus de neurones que nous. Je sais que ça ne saute pas aux yeux, hein. Si vous regardez votre adolescent, vous allez dire, mais non, il a évidemment pas plus de neurones que moi, mais si, il en a plus, c'est-à-dire des capteurs d'informations. Il capte beaucoup plus d'informations, c'est ce qu'on appelle la matière grise, mais il a moins de matière blanche en compensation. Ça veut dire que organiser les informations en connaissance, il est moins capable de le faire. C'est ce qui explique par exemple qu'il va se jeter sur des théories de complot parce que c'est comme du prêt-à-penser, hein, il colle ses informations sur ce tissu de connaissances. Mais c'est parfois très désarçonnant parce qu'il va commencer à manier une argumentation qui nous semble pas toujours tout à fait précise. Et la configuration cérébrale fait qu'on aura des changements parce que, par exemple, il va y avoir un élagage des synapses, hein, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce qui l'intéressait étant enfant, il était passionné par son cheval, et puis ça ne l'intéresse plus du tout, presque du jour au lendemain, et tout ça va tomber. Tout ce qui intéressait, alors pour voir comment ça fonctionne, je suggère aux personnes qui participent au webinaire d'essayer de jouer comme le ferait un enfant, avec des petits soldats, avec des petites autos, avec une poupée, peu importe, comme on jouait étant enfant. On va se rendre compte d'une chose, c'est qu'on n'y arrive plus. On n'arrive plus à prendre du plaisir, tout simplement parce que nos neurones qui permettaient de faire en sorte que l'imaginaire adhère à la réalité, ils ne fonctionnent plus et ces neurones vont tomber. Donc il est tout à fait normal que l'adolescent soit cette période aussi où les centres d'intérêt semblent changer brutalement et en réalité, parfois, vont rester dans une période dans laquelle finalement tout ça reste flottant et il donne l'impression de ne plus s'intéresser à rien. C'est vraiment important de pouvoir lui laisser le temps de reprendre des sujets qui vont l'intéresser, surtout bien concevoir, hein, parce que la situation et la relation avec l'adolescent est parfois très vite perturbée par la façon dont il investit, ou plutôt il désinvestit sa scolarité, quand on lui demande de s'intéresser aux matières scolaires. Il faut savoir qu'un adolescent qui ne s'intéresse pas aux matières scolaires, c'est juste un adolescent normal. Il est normal, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place l'obligation scolaire, c'est pour qu'il continue à y aller. Et l'adolescent va d'ailleurs très vite essayer de rassurer ses parents avec cette phrase qu'on a tous entendue quand on a un enfant adolescent, « t'inquiète, je gère ». C'est-à-dire, en gros, il va se contenter du service minimum pour maintenir ce que Sen appelle sa capacité, c'est-à-dire son aptitude à faire des choix qui correspondent à ses aspirations, mais il va se contenter parfois du service minimum. Quand on lui demande de s'intéresser aux matières scolaires, on va constater qu'on a un très faible intérêt, avec parfois cette idée, il s'intéresse donc à rien. En réalité, il s'intéresse à beaucoup de choses, mais pas nécessairement les choses qui sont celles qui, dans notre tête, devraient mobiliser ses intérêts en priorité, c'est-à-dire notamment les matières scolaires. Et c'est important de le concevoir parce que la façon dont il configure ou reconfigure son cerveau, ça va supposer des centres d'intérêt différents. Et donc, utiliser par exemple cette idée, l'école est une obligation, et on va ensemble, c'est une première clé pour éviter de mettre trop de tension, on va ensemble définir un critère minimum, c'est-à-dire ce fameux service minimum, il ne faut pas hésiter à le chiffrer. Tu dois juste réussir. Les matières où tu es un petit peu limite, tu dois avoir au-dessus de 50%. Les matières où tu es bon, on va imaginer 60%. Et on fixe un critère en deçà duquel on ne remet rien en question. Si tu es au-dessus, aucun souci. Si on est en deçà, par exemple, ton rapport aux écrans, on en parlera certainement ce soir, on peut le rendre problématique si effectivement tu ne remplis pas cette part du contrat qui gagne à être chiffrée. Parce que dire à son adolescent, tu dois bien travailler à l'école, tu dois t'intéresser à tes matières, tu peux faire mieux que ce que tu fais, c'est souvent s'ouvrir effectivement vers une forme de zone conflictuelle, parce que l'adolescent, lui, il se contente de gérer pour maintenir sa capacité. Il n'a malheureusement pour lui pas lu Sen, donc il n'est pas capable de le dire comme ça. C'est pour ça qu'il a cette formule toute faite, « t'inquiète, je gère », mais en réalité, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, je ne me brade pas mon avenir, mais pour le moment, mes centres d'intérêt sont ailleurs. Alors effectivement, cette reconfiguration cérébrale, donc des centres d'intérêt, de la manière dont les neurones vont s'organiser pour aller chercher un ensemble d'informations, est
très fort perturbé actuellement par le rapport aux écrans. C'est pour ça qu'il va falloir le gérer et qu'on va essayer ce soir de donner quelques clés pour gérer ce rapport aux écrans de manière efficace, pour que ce ne soit pas un parasite. Mais ce qui est plus important sans doute à considérer, c'est qu'il y a aussi une reconfiguration émotionnelle. Un adolescent, c'est quelqu'un qui est en train de mettre en place tout un chantier émotionnel parce que tout ça va se reconfigurer autrement. Pour les personnes qui veulent comprendre comment ça se passe, je ne vais pas leur suggérer des livres, je vais leur suggérer 2 dessins animés qui sont absolument fondamentaux pour comprendre la manière dont les compétences psychosociales et notamment l'intelligence émotionnelle se construit chez l'enfant, puis chez l'adolescent, et vice-versa 1, puis vice-versa 2. Vous allez concevoir très vite comment ça se passe quand un enfant se met à grandir. Alors, pour expliquer les choses très schématiquement, quand vous avez un enfant, dans un premier temps, c'est une question de tempérament, si c'est un enfant facile ou difficile. En gros, vous avez tiré le gros lot à la loterie s'il est facile, s'il pleure beaucoup, s'il est compliqué, s'il est difficile, c'est juste que vous avez tiré le mauvais lot. Il n'y a rien qui explique qu'un enfant est plus facile qu'un autre, et ce ne sont pas des traits de personnalité. Ça va juste se mettre en place progressivement chez l'enfant. On va voir au niveau au fur et à mesure des expériences qu'il va vivre, hein, c'est ce qu'on voit dans vice-versa 1, un ensemble d'émotions, la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût, qui vont correspondre aux expériences qu'il se fait de la vie et qui vont commencer à définir une personnalité. L'enjeu pour un parent, c'est d'éviter que cette personnalité, elle soit enfermée dans un personnage qu'on construit très vite avec l'enfant. Dès que vous qualifiez votre enfant, vous mettez un qualificatif. Ah, lui, c'est un petit Spirou. Elle, c'est une petite toute douce, etc. Vous êtes en train de créer déjà un personnage qui risque, à un moment donné, de limiter le développement de la personnalité. C'est pour ça qu'il faut être très attentif aux qualificatifs qu'on utilise quand on décrit son enfant, surtout quand on parle de lui devant les autres, parce que l'enfant, il va naître avec cette personnalité qui définit ce qu'on appelle un moi. Un enfant existe au présent, il existe sans que ce moi ait une consistance dans le temps. Vous avez un enfant à l'école maternelle, vous lui demandez de raconter sa journée, il va vous raconter des petits éclats de vie. Il ne va pas vous raconter toute une histoire parce que lui, il vit des petits événements et il vit dans l'instant, des tas d'instants qui vont se surajouter les uns aux autres. Vous allez éventuellement en faire une histoire, mais l'enfant n'en fera pas une histoire. Pardon, l'adolescent, par contre, lui, il va commencer à développer une identité. C'est ce qu'on va voir dans Vice-versa 2, qui est vraiment une clé magnifique pour comprendre les compétences psychosociales, parce que ces fameuses émotions, elles vont commencer à être visitées par le cortex, qui va s'interroger pour savoir qui je suis par rapport à ces émotions, et on va développer un tas d'états d'âme. L'anxiété, des manières d'être au monde, qui font qu'on va construire son identité en fonction de ce vécu émotionnel. Et l'adolescent, il est en train de tout reconfigurer. L'anxiété par rapport à l'avenir commence à avoir du sens. On commence à avoir un passé, et d'ailleurs, une expérience qu'un adolescent est en mesure de faire, ce sont les premières expériences de nostalgie. On est capable de comprendre que le mélange de la joie et de la tristesse, lorsque on s'en va visiter des idées, ça peut à un moment donné créer, à force d'accumuler les premiers souvenirs, cette forme de nostalgie de la toute petite enfance. Certains adolescents l'éprouvent plus ou moins inconsciemment, mais en tout cas, pour eux, ça devient disponible. Il y a un début de passé qui peut s'organiser dans des souvenirs qui peuvent créer de la nostalgie, et il y a déjà effectivement un avenir qu'on doit anticiper, que certains, on va le voir, vont être amenés aussi à anticiper, notamment dans la génération actuelle, avec beaucoup d'anxiété. Tout l'enjeu sera toujours de considérer qu'une émotion, a priori, c'est positif. Et donc, c'est important que même de considérer l'anxiété comme étant quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif, en essayant de se dire, il ne faut pas que mon adolescent soit anxieux, il faut éviter toutes ces formes-là parce que la santé mentale supposerait l'absence d'anxiété. Ça n'est pas vrai, l'anxiété est aussi un indice d'intelligence, et a priori, l'anxiété nous veut du bien. Elle pose problème, c'est un petit peu comme un ami qui serait trop encombrant quand il vient vous visiter alors que vous ne l'avez pas invité, et qu'il devient invasif. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez plus d'espace dans lequel vous n'êtes plus en mesure de ne pas ressentir cette anxiété, ou cette anxiété, parce que vous n'avez pas les mots pour l'exprimer, elle finit par prendre corps et prendre votre organisme en otage, et que à ce moment-là, elle devient envahissante au niveau du corps.
Mis à part Monsieur ces deux, Mbeck, oui, excusez-moi, est-ce que je dois vous interrompre juste pour vous allez-y. poser la question de là, vous décrivez tout ce qui peut peser sur la relation, et on a compris que les émotions, enfin tout ce cheminement de l'adolescent, mais pour maintenir ce lien et pouvoir échanger autour de ce qui traverse cet adolescent, comment faire pour montrer à l'adolescent que le parent est disponible, parce que ce lien peut être peut-être abîmé ou distant. Quelle posture en tant que parent on peut Alors, vous avoir? avez utilisé un très joli mot, disponible. Disponible sans être envahissant. Ça veut dire que le parent il doit être présent. C'est très compliqué d'être présent sans être intrusif, par exemple, notamment par rapport à ce vécu émotionnel. Comment tu vis les choses? Raconte-moi tout. Faut surtout éviter ce registre-là. L'adolescent ne va pas tout raconter et c'est nécessaire pour lui qu'il garde un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre, par exemple, parfois de ne rien faire. L'ennui est très disponible pour l'adolescent parce qu'il est chef de chantier. Dans ce chantier émotionnel, il a un boulot énorme. Un adolescent qui fait rien, en réalité, c'est pas quelqu'un qui ne fait strictement rien, c'est quelqu'un qui se préoccupe de ce chantier émotionnel. Et la posture de l'adulte, c'est celle d'un équilibriste qui doit être présent sans être envahissant, qui doit être, et c'est terriblement important, je l'ai dit, on ne doit pas comprendre son adolescent, on peut manifester des signaux qui montrent qu'on ne le reconnaît pas. Tiens, tu as changé, tu n'es plus la petite fille ou le petit garçon que j'ai connu, tu es en train de changer très fort, à la fois physiquement, mais aussi dans tes centres d'intérêt, dans ton fonctionnement émotionnel et dans ton fonctionnement cognitif, mais tu m'intéresses. Et la vraie posture, c'est celle de l'intérêt. Un adolescent va tout à fait accepter que les gens qu'il aime ne le reconnaissent plus. Il va tout à fait accepter que ces gens ne le comprennent pas, mais il ne pourra pas supporter l'idée qu'un parent ne s'intéresse plus à lui. C'est-à-dire si vous dites je t'aime, mais je ne te comprends plus, ça passe, ça tient très bien la route. Je t'aime mais je ne te reconnais plus, ça tient aussi la route chez l'adolescent qui a besoin de ne plus être enfermé dans l'image qu'il véhiculait quand il était enfant. C'est pour ça d'ailleurs parfois qu'il va rompre brutalement avec cette image, sa chambre va changer, il la maintenait parfaitement en ordre, c'est devenu le bordel intégral, il va avoir effectivement, il va l'arranger autrement, il va prendre son territoire autrement, et c'était façon de se rendre méconnaissable. C'est tout à fait normal chez un adolescent de passer par cette phase-là, mais il faut qu'on puisse toujours maintenir, et c'est ce qui va maintenir la consistance de la relation, c'est-à-dire tu m'intéresses et un intérêt positif. Si vous dites, mais tout ce que tu aimes, tous tes jeux vidéo, mais comment peux-tu passer ton temps à des bêtises comme ça? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien que de jouer à des jeux vidéo, alors que généralement, ce rapport aux écrans, par exemple, qui est disqualifié, il est souvent disqualifié par un parent qui ignore ce que l'adolescent fait sur les écrans. Moi, j'explique très souvent aux parents, intéressez-vous au contenu. Pas en étant de nouveau intrusif, hein, la posture équilibrée, c'est raconte-moi ce que tu regardes, avec toujours l'idée, je ne vais pas le disqualifier, les séries que tu regardes. Si vous dites à votre adolescent, mais cette série, mais c'est complètement débile ce que tu regardes, ça n'a aucun intérêt, c'est comme si vous signaliez que lui n'a pas d'intérêt. C'est vrai pour chacun d'entre nous, hein. Si vous me dites, ah, j'aime beaucoup cette série, c'est complètement débile cette série, vous aurez l'impression effectivement que je ne suis pas respectueux vis-à-vis de vous, parce que ce qu'on aime représente effectivement une partie de ce que l'on est, puisque nos centres d'intérêt sont diffusés, dilués vers des choses qui n'intéressent pas nécessairement l'adulte. Et donc c'est important de pouvoir aborder cette planète adolescente, parce qu'il va vivre temporairement sur une planète un peu différente de celle de l'adulte, mais le faire avec pas l'arrogance d'un envahisseur, mais avec la modestie d'un ethnologue. Raconte-moi pourquoi tu aimes ça. Raconte-moi en quoi ce jeu vidéo, par exemple, t'apporte des choses. Et là, on va constater très souvent que les adultes, lorsqu'on leur demande, moi je le fais très souvent quand j'ai des adultes qui viennent parce que l'adolescent est soi-disant en crise, qu'il vive des conflits avec lui. Alors le conflit n'est pas le signe du déséquilibre de la relation ou de sa disharmonie. Les conflits sont nécessaires quand la relation change, mais parfois ils vont alourdir et mettre de la tension sur la relation, non pas parce qu'on ne se comprend plus, mais parce qu'on ne s'intéresse plus positivement au monde de l'un et de l'autre. C'est important d'avoir toujours cette idée que ce que tu vis m'intéresse de manière positive. C'est pour ça que très souvent, je prescris des jeux vidéo aux parents. Pas aux adolescents, hein, quand j'ai des adolescents soi-disant en crise,
en consultation, j'ouvre la porte, je sais ce que je vais voir. Un adolescent plutôt goguenard qui se demande ce qu'il fout là, et deux adultes qui, eux, sont clairement en crise. La crise de l'adolescent, c'est la crise de ceux qui se préoccupent des adolescents. En réalité, l'adolescent, généralement, il va plutôt bien. Mais ceux qui s'en préoccupent, eux, se demandent ce qu'ils vont faire de lui, s'inquiètent pour lui, n'arrivent plus à décoder ses activités. Souvent, on me dit, il fait rien. Il fait rien. Non, c'est pas vrai, il ne fait pas rien. Il fait rien de significatif à vos yeux, mais il fait des choses. Et il joue, par exemple, à des jeux vidéo. Moi, je prescris ces jeux vidéo aux parents. Je prescris Call of Duty, je prescris Assassin's Creed, je prescris plein de jeux vidéo pour qu'ils comprennent. Alors, c'est tout à fait étonnant parce que les parents, quand on leur prescrit des jeux vidéo, ils jouent aux jeux vidéo. Hein. Comme ils payent pour venir en consultation, ils obéissent, ils ont une certaine compliance. Et là, l'adolescent, vous l'avez mis dans votre camp parce qu'il vous regarde comme si vous étiez un alien. Il arrive à faire jouer mes parents à Assassin's Creed ou à Call of Duty. Et je pose toujours la même question aux parents. Lorsqu'il revient à la séance suivante, ça a été Call of Duty, comment ça s'est passé? Et le parent me répond, c'est catastrophique, je me fais dégommer tout de suite. Parce qu'effectivement, pour jouer à Call of Duty, il ne faut pas être un décérébré. Évidemment, quand on voit l'adolescent comme ça de l'extérieur, on a l'impression qu'il n'a plus de cerveau, il est en train de taper comme un sourd sur son joystick. On se dit, mais ça a l'air complètement débile ce qu'il est en train de faire. En réalité, si vous regardez ce qui se passe dans son cerveau, il utilise son cerveau pour manifester son intelligence stratégique, analytique et procédurale. C'est, entre parenthèses, les 3 types d'intelligence les plus sollicités dans le monde de l'entreprise. Si sur votre CV, vous notez « Je dispose d'une intelligence analytique, procédurale et stratégique dont votre entreprise pourra avoir grandement besoin », ça revient à dire « Je joue à Call of Duty », ça a un peu plus de gueule. Donc, effectivement, il faut pouvoir reconnaître que l'adolescent qui joue à un jeu vidéo n'est pas un adolescent qui fait rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser jouer tout le temps sans contrôle. On verra comment on peut contrôler ce type de comportement en étant pour gérer son temps d'écran, ce qui devient un enjeu éducatif majeur. Mais en tout cas, valider ce qu'il est en train de faire quand il joue sur un jeu vidéo, comme n'étant pas une activité vide de sens. Même chose pour les séries qu'il regarde. Moi, je le fais régulièrement avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'on a un cours de construction identitaire, je leur demande qu'est-ce que vous aimez comme série et vous allez me parler de ce que vous aimez. J'apprends comme ça, effectivement, que ces séries changent avec les générations. Hein. Ils me racontent des séries que je ne connais pas et ils manifestent non seulement de l'intérêt intelligent, c'est-à-dire qu'ils sont capables de capter des informations, de comprendre cette série, puis d'en analyser les composantes. C'est ce qu'on fait quand on fait une démarche cognitive complète. C'est ce qui fait la différence entre une personne dite intelligente et ce qu'on appelle communément un con, voire un gros con. Une personne intelligente, c'est quelqu'un qui prend le temps de connecter des informations pour pouvoir comprendre ce dont il parle. Et vous admettrez comme moi qu'il y a beaucoup de personnes actuellement sur les réseaux sociaux qui font l'économie de tout ça, hein, ils ont tout compris, le conflit israélo-palestinien, ils vous démontrent qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas été chercher les informations là où elles étaient fiables. Faire ça avec l'adolescent, sur ses bases de connaissances, c'est une démarche qui est beaucoup plus productive en disant « raconte-moi la série que tu es en train de regarder, capte les informations, montre-moi que tu as compris en quoi elle manifeste de l'intérêt et ça, c'est ce qui fait la différence entre une personne intelligente, c'est ce qu'on appelle un con. Un con, il prétend comprendre ce qui n'a pas pris le temps de s'informer. Et un gros con, c'est quelqu'un qui vous donne une analyse de ce qu'il n'a pas pris le temps de comprendre. Et lorsque vous demandez à l'adolescent une analyse, par exemple, de la série qu'il est en train de regarder, on est surpris de la capacité qu'ils ont lorsqu'on les crédibilise dans ce qui les intéresse. Et donc, on voit qu'ils sont capables de démarches cognitives complètes d'un mot qu'on doit absolument utiliser lorsqu'on veut développer les cognitions de l'adolescent, c'est le mot érudition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont plus de capteurs d'informations, donc ils captent énormément et c'est d'autant plus problématique qu'ils sont bombardés d'informations de plus en plus, puisqu'ils vont scroller, ils ont des informations sans arrêt. Ce qui manque très fort à la génération actuelle, c'est le sens de l'érudition, aller plus loin. Montrer qu'on est capable, avec toutes ces informations, de produire une forme de compréhension. Et puis montrer qu'une fois qu'on a compris les choses, on est capable de les analyser. Et c'est ce qu'on peut faire à partir de leur centre d'intérêt, à partir de ce qu'ils aiment. C'est comme ça qu'on arrive, lorsque par exemple, je suggère à des parents de jouer à Assassin's Creed. Ils vont se rendre compte, ces parents,
qu'ils vont discuter avec Platon, avec Aristote, qui vont se rendre compte que Léonidas, ce n'est pas une marque de praline, mais que c'est quelqu'un qui est tout à fait fréquentable au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils vont comprendre pourquoi à Athènes, il y a des ruines, il n'y en a pas à Sparte, parce que leurs enfants adolescents auront visité Sparte à l'intérieur de ce jeu. Mais Sparte ne s'intéressait pas à la consistance des bâtiments parce que ce n'était pas du tout leur préoccupation. Et ça, on le comprend quand on joue à ces jeux. L'adolescent qui joue à des jeux vidéo comme ceux-là et qui entend ses parents dire « mais tu fais rien que jouer stupidement à tes jeux vidéo », il se sent fondamentalement non pas incompris, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout à fait envisageable, mais il se sent inintéressant aux yeux de ses parents. Or, lorsqu'on crédibilise ce qu'il fait sur cet univers, on arrive à comprendre qu'il développe des niches cognitives, parfois dans des zones un peu éloignées du monde scolaire, parce que le monde scolaire ne répond pas à ses attentes, parfois aussi crée des manières d'être au monde qui sont très, très peu valorisants, parce que ses résultats, ils se contentent du minimum, etc. Ce n'est pas là qu'il va manifester son intérêt, et il va dans d'autres niches cognitives qui doivent être envisagées par le parent. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, laissez-le jouer plein tube, ne vous intéressez plus à son temps d'écran. On sait que pour avoir une relation équilibrée, on a besoin que la gestion du temps soit équilibrée en famille. Il y a un petit truc que j'explique à chaque conférence, parce que pour pouvoir développer ces compétences psychosociales, il faut les développer chez nous aussi. Et il y a quelque chose de fondamental qu'on doit pouvoir tous faire, c'est gérer autrement notre temps que ce qu'on nous a appris à faire. On nous a appris à couper notre temps en deux. Le temps obligatoire, le temps professionnel, et l'autre temps, le temps familial, qui serait notre temps libre. Les mamans qui sont autour de la table virtuelle ici pourront très très vite témoigner du fait que le temps familial n'est pas un temps libre. Il y a une recherche qu'on a réalisée pendant le Covid qui le montrait de manière spectaculaire quand on demandait aux mamans « Est-ce que vous avez un endroit qui n'appartient qu'à vous et dans lequel vous pouvez vous livrer une activité sans avoir de compte à rendre à personne, à part les toilettes, et encore, pas pour tout le monde et tout le temps », eh bien, les mamans n'avaient pas de temps libre au sens plein du terme. Le temps familial n'est pas un temps libre, c'est un temps négocié. Et le troisième temps, celui-là est le temps libre. Un temps obligatoire, un temps négocié et un temps libre. C'est ce qu'on doit tous avoir et ce qu'on doit gérer dans notre agenda et dans celui de nos enfants et encore plus de nos adolescents. Il y a le temps obligatoire, celui de l'école. Celui de l'école qu'on peut étendre à celui aussi des devoirs, des leçons, et on fixe un temps déterminé. Le temps familial est un temps négocié. Ça me paraît tout à fait sain de dire que, par exemple, pendant le repas, personne ne prend ses écrans. Mais pas papa et maman non plus. Personne. La déconnexion partagée, l'adolescent est preneur. La déconnexion imposée d'une génération par rapport à une autre, ça crée énormément de tensions et ça produit du déséquilibre. Et donc dire, par exemple, OK, pendant les repas, pas d'écran. Et puis tu as ton temps libre. Et ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Si tu veux l'utiliser pour les écrans, très bien. Si tu veux même les utiliser pour ne rien faire, très bien aussi. Et ça doit être fixé de manière précise dans un agenda. C'est ce que les Japonais appellent un ikigai, c'est-à-dire une bonne raison de se lever. C'est ce qu'on doit tous savoir. Si vous aimez lire, si vous aimez cultiver vos plantes, mettez-le dans votre agenda et supposez effectivement que ce temps est un temps libre qui ne peut pas être bousculé. C'est comme ça que les Japonais réagissent, c'est-à-dire, en gros, ils ont une très belle expression, même un rendez-vous avec l'empereur ne bouscule pas l'ikigai. Nous, si on doit aller chercher nos enfants alors qu'on avait cours de gym, on est tant pis à la gym aujourd'hui, j'irai pas demain non plus, puis j'irai plus, et le premier truc qui tombe, c'est ce temps pour nous. Et on montre comme ça aux adolescents qu'il y aurait deux temps uniquement, ce temps qu'on négocie pas ou qu'on nous impose, et le temps obligatoire, celui du travail. On se retrouve à ce moment-là avec beaucoup de tension. Quand on fixe une temporalité qui fixe très clairement ce temps libre, mais qui l'autorise aussi chez l'adolescent. Parce que le problème n'est pas l'écran, le problème c'est le temps passé sur les écrans, et notamment lorsque ce temps contamine le temps familial. C'est important de développer cette compétence, ça fait partie des compétences psychosociales, selon moi, majeures, c'est la gestion que l'on a du temps, et du temps qui est partagé avec les autres. Je vais prendre un exemple. On va certainement me dire ici, et à juste titre, que les adolescents ne lisent plus. Moi, j'ai énormément de consultations, on me dit, mais il ne lit plus.
il est tout le temps avec ses jeux vidéo et on essaye de le faire lire et il n'y arrive pas. Ceci dit, on a raison hein, d'essayer de le faire lire. C'est le meilleur indicateur de développement ultérieur. On connaît les résultats scolaires d'enfants en primaire puis en secondaire. Vous allez voir une corrélation entre ces résultats. Si votre enfant ne travaille pas très bien en primaire, ça ne va pas s'arranger en secondaire. C'est à peu près le même genre de résultat. Troisième photo qui montre la réussite socio-professionnelle ultérieure de ces enfants et de ces adolescents. Il n'y a pas de corrélation. En gros, il y en a qui travaillaient très bien à l'école, qui se sont complètement vautrés dans leur trajectoire, et d'autres qui avaient des résultats catastrophiques et qui ont tout à fait bien réussi leur trajectoire socio-professionnelle. Mais il y a une quatrième photo, qui est la photo magique, qui montre ces enfants, ces adolescents, ceux qui identifient ceux qui étaient des lecteurs spontanés et ceux qui transformaient leur jeu en jeu éducatif. Donc tout devenait pour eux une opportunité d'apprendre. Là, il y a une corrélation absolue. Et donc évidemment, on va me dire, mais alors évidemment, il faut qu'ils lisent. Et donc il faut qu'on puisse trouver des recettes pour les faire lire. Chaque fois qu'un parent me demande comment est-ce qu'on fait pour que mon enfant dédaigne les écrans, délaisse un peu les écrans pour pouvoir lire, évidemment que si vous opposez les écrans à la lecture, vous n'y arriverez pas. Parce que les écrans sollicitent des circuits cérébraux qui sont des circuits rapides, de récompense rapide. Par contre, la lecture, c'est des circuits beaucoup plus lents, qui ressemblent un peu à ceux de la reconnaissance faciale, qui fait que ceux qui lisent des livres connaissent d'ailleurs très bien le phénomène. Généralement, quand on ouvre un livre, au début, on ne comprend rien. Et à la 7e, 8e page, on commence à comprendre, parce que tout se met en place, et là on dit « Waouh, je commence à comprendre ». C'est le même mécanisme qu'on a quand on reconnaît le visage de quelqu'un. Donc c'est un plaisir qui est secondaire. Si vous opposez la lecture aux écrans, c'est un peu comme si vous proposez à l'adolescent un gâteau au chocolat ou la salade, et vous dites « Tu préfères quoi ?» Évidemment qu'ils vont se jeter, sauf ceux qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes, on le fait tous, on va se jeter sur le gâteau au chocolat. C'est le principe de ce qui est plus attractif et de ce qu'il est moins. Ce qui veut dire effectivement que si on oppose l'un à l'autre, on est perdu d'avance. Si par contre on dit, ok, tu vas lire, parce que c'est la question que je pose toujours à un parent, quand il me dit comment je fais lire mon adolescent, je lui demande toujours, et vous, est-ce que vous lisez? Et les parents généralement me disent, non monsieur, moi j'ai pas le temps de lire. Et c'est tout le problème, il est là. Si l'adolescent ne voit pas un adulte qui prend du plaisir à lire, il va jamais lire spontanément. Et donc, on est dans ce deuxième temps, qui est le temps négocié familial, pas dans le temps libre, qui doit être réservé à la lecture. Si vous dites lecture partagée, le dimanche après-midi de 3h à 4h30, on lit, toute la famille lit. Et là, vous aurez effectivement une activité. Chacun lit le livre, évidemment, qu'il a choisi dans le domaine qui l'intéresse, mais tout le monde lit. On est dans une activité familiale négociée. Là, ça devient possible de le mettre en place parce qu'on ne l'a pas opposé aux écrans. C'est important d'avoir ce réflexe-là parce que ça fait partie de la mise en place de compétences psychosociales qui sont très peu envisagées. La gestion du temps, on a l'impression que c'est spontané chez nous. Comme on l'a coupé en deux, on fait tous énormément de désordre par rapport à ça. Okay. Et donc il y a tout ceci qui peut peser sur la relation, enfin, quand vous parlez d'opposition, écran, livre, etc. Mais est-ce que, que pourriez-vous répondre aux parents qui essayent d'entrer en contact avec leur ado et qui essayent de se montrer disponibles? Comment rétablir peut-être cette confiance dans le dialogue qui a été peut-être abîmée, perdue ou qui n'est pas possible pour X raisons? Comment montrer à l'adolescent que ses parents, en tant que parent, qu'on est, on est là, on est disponible, c'était la question de départ, mais qui peut être un peu compliquée par des autres choses qui parasitent malgré toute cette bonne volonté autour du respect, de l'empathie, Alors, du travail scolaire. vous avez parfaitement raison, mais vous avez utilisé un terme qui est effectivement compliqué avec l'adolescence, c'est le dialogue. Dialogue, c'est dialogos, c'est des raisons qui se croisent. Dialoguer signifie pour beaucoup prendre le risque de discuter et donc de se disputer, parce qu'on est dans des mondes qui vont se télescoper. Par contre, parler effectivement chacun de ce qu'il vit en termes d'émotions. Quand on parle chacun de ses émotions, parce que c'est la seule chose qui, chez un être humain, ne peut pas se contester. Et donc être attentif à ce que l'autre puisse exprimer ses émotions, son vécu émotionnel. Comment tu te sens? Ça va? Tu vas bien? Comment tu te sens? Et je suggère toujours aux parents d'avoir à leur disposition des émoticônes, joie, tristesse, colère, peur, dégoût. Dis-moi
toutes les émotions que tu vis, parce que je suis disponible si tu es en difficulté par rapport à ce vécu émotionnel. Ça veut dire que je ne vais pas être intrusif, je ne vais pas, par exemple, demander systématiquement de voir tout ce que tu vis sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les parents hélicoptères, c'est-à-dire ceux qui veulent tout contrôler. Ceux-là sont mis en difficulté extrême par rapport aux écrans. Quand ils veulent contrôler les écrans de l'enfant ou de l'adolescent, alors même que l'adolescent va avoir de plus en plus besoin de se créer des zones d'autonomie. Alors c'est un peu compliqué ce qui se passe pour le moment, parce que les adolescents sont de plus en plus ce qu'on appelle des adolescents d'intérieur. Ça, c'était pas prévu. Les adolescents, pendant très longtemps, ont réalisé leurs expériences à l'extérieur de la famille, en sortant avec les copains, etc. C'est de moins en moins le cas. Ils sont de plus en plus à l'intérieur de leur chambre. Oui, mais ils ne sont pas tout seuls à l'intérieur de leur chambre. Ils sont avec leurs copains, ils sont sur les réseaux sociaux, ils vivent des tas d'expériences qui sont, et c'est ça qui va rendre aussi la posture de l'adulte très compliquée. Il faut savoir qu'un adolescent, c'est quelqu'un qui va tenter des expériences que on ne tentera à aucun autre moment de son existence. On a effectivement des adolescents, chacun d'entre nous, si on essaie de se souvenir d'un ensemble de souvenirs d'adolescents, on va se rendre compte qu'on faisait des choses qu'on ne ferait plus maintenant. Tout simplement parce que l'adolescent a cette espèce de chance. Sur le plan évolutif, c'est très intéressant d'avoir des fonctions exécutives qui ne sont pas à maturité. En gros, un adolescent mesure très mal la conséquence de ses actes. Les fonctions exécutives, c'est une façon de pouvoir mettre en place un projet complet en le planifiant et en envisageant ses conséquences. Ça vient très tard dans le développement d'un être humain et chez l'adolescent, force est de constater que ça ne fonctionne pas très très bien parce qu'il ne mesure pas comme un adulte les conséquences de ses conduites et de ses comportements. Alors ça a un avantage évolutif parce qu'au moment où effectivement il va faire ces conduites, par exemple, qu'on va appeler des conduites à risque, hein, c'est pour ça effectivement que l'économie, la manière dont ça se met en place d'un point de vue de l'économie psychique, vous allez faire des conduites qui sont plus risquées parce que vous anticipez beaucoup plus difficilement ces conséquences. Ça se réalise à un moment où il y a ce qu'on appelle une bosse de réminiscence, c'est-à-dire en gros, on capte beaucoup plus et on se souvient beaucoup plus des expériences qu'on réalise à ce moment-là. C'est très intéressant sur le plan évolutif parce que vous osez faire des choses, donc vous allez apprendre beaucoup de choses à un moment où vous allez multiplier les capacités de les mémoriser, ces choses. Si vous êtes dans une soirée un jour et que tout le monde s'ennuie un peu, faites l'exercice, demandez à chacun de raconter un souvenir d'adolescent. Vous allez voir, l'ambiance remonte d'un coup, simplement parce qu'on a tous des souvenirs d'adolescents qui sont des souvenirs liés à des choses qu'on a osé faire, qu'on n'oserait pas faire à aucun autre moment de notre existence. C'est pour ça que c'est très compliqué d'être un parent d'adolescent, parce qu'il faut maintenir effectivement cette possibilité de réaliser des expériences de manière autonome en prenant un certain nombre de risques, tout en évitant que l'adolescent se mette en danger. Donc c'est une posture qui est toujours, et de nouveau, qui est cette posture d'équilibriste, qui suppose une chose en tout cas, c'est que quoi qu'il arrive, la consistance du lien ne sera pas rompue. Si on veut que nos adolescents puissent acquérir ces compétences psychosociales, il faut qu'on ait comme posture fondamentale d'abord celle de l'équilibriste, mais aussi celle du nœud marin. C'est-à-dire, en gros, il va devoir quitter le port. Et on le voit par de nombreux aspects, même s'il reste à la maison, il est dans des espaces autonomes, ces réseaux sociaux, etc. Surtout, n'essayez pas de contrôler, vous n'y arriverez pas. N'essayez pas le contrôle parental. Lorsqu'on me parle de contrôle parental, j'ai toujours en tête la même scène. C'est un papa qui était avec son jeune garçon en consultation, et puis qui lui dit, moi j'ai pas de souci sur les réseaux sociaux, etc. Sur son ordinateur, j'ai mis le contrôle parental, donc je suis tranquille. Je voudrais que tout le monde puisse voir le sourire que le gamin d'une douzaine d'années m'a fait à ce moment-là. Parce qu'il savait que je savais que le contrôle parental, c'est surtout l'illusion du contrôle parental. Il faut 10 à 12 minutes pour un enfant de 12 ans pour contourner le contrôle parental. Et donc, ce contrôle-là ne fonctionne pas, le contrôle effectif sur le réseau social. Par contre, ce qui va être terriblement important, c'est de pouvoir se montrer disponible. S'il t'arrive quelque chose qui te pose question, qui te pose problème, qui te met mal à l'aise, tu m'en parles. On saura comment réagir
et on va te soutenir par rapport à ce que tu vis, par exemple des situations de cyberharcèlement ou la mise en contact de contenu qui vous met mal à l'aise. C'est pour ça qu'on suggère toujours aux parents de ne pas diaboliser les écrans ou les réseaux sociaux. Si vous dites à votre enfant ne va pas dessus, c'est nul, attends plutôt l'année prochaine ou l'année d'après, eh ben vous allez créer les conditions du silence. Il ira de toute façon, il ira, ça va être de plus en plus nombreux et de plus en plus tôt. Mais si vous avez créé les conditions du silence parce que vous avez diabolisé les réseaux sociaux, il ne vous dira rien. Parce qu'il sait ce qu'il va entendre, on t'avait dit de ne pas aller là-dessus. Alors que si vous dites, c'est très chouette les réseaux sociaux, mais il peut arriver des choses qui te mettent mal à l'aise, tu nous en parles parce qu'on sait comment on pourra réagir. C'est ça, être disponible sans être envahissant, être présent sans être intrusif. Par exemple, si votre adolescent vit des choses inconfortables parce qu'il a diffusé des contenus, beaucoup de parents vont en faire l'expérience, voir des contenus qui sont des contenus qui vont lui paraître inappropriés. Si vous avez une adolescente sur TikTok, par exemple, il suffit, et je suggère toujours aux parents d'aller voir ce qu'est le tutoriel qui est proposé, par exemple, par Instagram pour faire ce qu'on appelle des reels, hein, donc des mises en scène de soi, de quelques minutes. On va expliquer à des adolescentes très jeunes, mets-toi en spectacle et crée de l'attraction. Il faut que les gens aient envie de te voir. Donc, tu danses, tu mets de la musique, tu montres une image de toi qui est suffisamment attractive, parce que le but du jeu de tous ces personnes, notamment TikTok par exemple, c'est de créer ce qu'on appelle des followers en nombre, qui vont te suivre et qui vont avoir envie de continuer à te suivre. Donc, on va l'expliquer à l'adolescente, mets-toi en scène d'une manière telle que tu montres beaucoup, mais pas tout, pour qu'ils aient envie d'en voir plus. Vous imaginez ce qu'on fait avec des très jeunes filles, parce que ce sont les tutoriels sur lesquels ils tombent quand ils doivent mettre en scène des reels. Et ce qu'il y a de plus dramatique encore, c'est qu'on va leur dire et leur suggérer, puisque tu dois être attractive, bah, utilise des filtres. Si tu as des boutons, c'est pas grave. Tu mets le filtre et les boutons vont se masquer automatiquement. Si tu as un petit peu de surpoids, pas grave. Il y a des filtres qui te permettent de dépasser le surpoids et ses inconvénients dans l'image que tu donnes de toi. Alors c'est terriblement dangereux parce que ce que l'adolescent ou l'adolescente attend, c'est d'être payé en likes, obtenir le plus de likes possible. Il faut bien comprendre que les réseaux sociaux, par exemple, ce ne sont pas des moyens de se communiquer les uns avec les autres, c'est des outils de prestige social. Le but, c'est d'obtenir des likes le plus possible. Mais le problème, quand vous avez filtré votre image, c'est que le like, eh bien, il ne vous est pas adressé à vous, mais à l'image filtrée de vous. Et ça a un effet sur l'estime de soi qui est désastreux. C'est ce qui explique que oui, jeune fille sur 10 se trouve moins jolie que toutes les autres filles de sa classe quand elles ont une douzaine d'années. Et c'est pour ça que le rôle des parents, lorsqu'ils tombent, par exemple, et ça peut arriver, sur un reel. Alors, le premier rôle, c'est d'en faire un espace qui n'est pas un espace que vous allez contrôler en disant je vais aller voir ce que tu fais parce que je veux contrôler ce que tu fais, mais ne restez pas uniquement, alors je vais le dire de manière un peu crue, mais sur les réseaux de vieux, style Facebook. Facebook, c'est des réseaux pour nous, il n'y a que des gens de notre âge, il n'y a plus un seul adolescent sur Facebook. Eux, ils vont sur d'autres réseaux que je vous invite à simplement visiter, pas pour traquer votre adolescent, mais pour savoir comment ça fonctionne et pour qu'il sache que sur ces réseaux, vous allez. C'est comme ça qu'on fait un premier contrôle, parce que papa et maman sont susceptibles de me voir, parce que je sais qu'ils vont aussi sur ces réseaux-là. Ils ne restent pas limités au réseau de l'entre-soi des plus âgés. Et si vous tombez sur l'image de votre adolescent, de votre adolescente qui s'est mis en scène sur TikTok, par exemple, d'une manière qui peut effectivement être très choquante, surtout ne diabolisez pas. C'est ça, être disponible sans être envahissant. Si vous dites « je déteste ce que tu viens de faire », interdit TikTok, etc., vous allez effectivement rendre la relation disharmonieuse, créer de la tension. Si vous dites par contre « je t'ai vu sur TikTok », bon, c'est pas mal ton truc, ok, c'est bien, c'est joli, mais je te préfère en réalité. C'est ça que l'adolescent doit absolument entendre. Je préfère qui tu es, non pas en dépit de tes défauts, mais grâce à tes défauts. Parce que ce sont ces défauts qui font que tu es ce que tu es et que tu es pour moi quelqu'un de singulier. Et ça, l'adolescent doit absolument l'entendre. Donc ne pas diaboliser, être disponible sans être envahissant, être intéressé sans être intrusif, par exemple. Si votre adolescent vous dit « on diffuse des images à mon propos qui sont des images intimes »,
que de manière maladroite, j'ai diffusé parce que j'étais avec mon petit ami ou avec un groupe d'amis, et c'est des images trop intimes qui ont été diffusées sur l'espace public. Demandez-lui de faire des copies d'écran parce qu'il doit pouvoir se défendre et vous avez besoin de ces copies d'écran pour qu'il puisse se défendre à la fois d'un point de vue judiciaire, mais aussi au niveau, par exemple, du groupe scolaire, si vous souhaitez une réaction au niveau de l'école. Mais en ayant toujours bien soin de dire, tu n'es pas obligé de me montrer les copies d'écran. C'est ça, cette façon d'être intéressé sans être intrusif. Tu ne dois pas me montrer ce que tu fais, mais tu dois pouvoir me dire quand tu vis des choses qui créent chez toi des émotions. Tu dois pouvoir me le dire parce que je peux entendre ces émotions et je ne vais pas pour autant vouloir fouiller, montre-moi ce que tu as fait, ah, mais c'est malin, tu es complètement irresponsable d'avoir diffusé des images pareilles, mais ce que tu ressens, tu dois toujours pouvoir me le dire, parce que, je parlais tout à l'heure de vice-versa, chez l'adolescent, ce ressenti va très très vite perturber la construction qu'il a de son identité, parce que ça va devenir des états d'âme qui risquent très vite de devenir des sentiments complets qui conditionnent toute sa manière d'être au monde. Et donc, plutôt que le mot dialogue, je préfère le mot effectivement échange. Il faut qu'on puisse échanger avec lui sur le plan affectif de ce qu'on vit nous aussi en tant que parents. Utilisez votre propre affectivité. Quand vous avez peur parce que vous avez l'impression qu'il se met en danger, parlez-lui non pas de ses comportements, mais de votre ressenti à vous. Ça m'inquiète quand je sais que tu sors parce que je ne sais pas très bien ce que tu risques de faire et ça me fait peur. J'ai besoin d'être rassuré. Votre adolescent doit comprendre que vous avez aussi des émotions, plutôt que je n'ai pas confiance en toi, tu fais n'importe quoi, et donc s'occuper uniquement d'essayer d'interdire un certain nombre de comportements. Parlons du ressenti que l'on a les uns par rapport au comportement des autres, et cet échange affectif est de nature à rééquilibrer la relation parce que ça va permettre notamment de stimuler cette intelligence émotionnelle interpersonnelle, c'est-à-dire sois attentif à tes émotions, mais sois aussi attentif aux émotions des autres, parce que tu suscites chez tes parents aussi des émotions et l'adolescent a besoin de le savoir. Il faut savoir que quand il perçoit qu'il provoque ces émotions, eh bien, il se sent beaucoup mieux que quand il a l'impression d'une forme d'indifférence affective. Je trouve ça tout à fait normal que vous puissiez vivre des émotions comme lui les vit. Et donc, plutôt que le mot dialogue, qui suppose parfois de faire se rencontrer deux manières de voir le monde, qui suppose des argumentations différentes avec un risque de conflit, plutôt des échanges affectifs dans lesquels chacun parle de ses émotions. Et je vais rebondir sur ce que vous dites là en termes de peur qui peut être du côté du parent. Il y a aussi, on le sait bien, toute une pression sociétale sur ce rôle de parent et de plus en plus, qui peut peut-être empêcher le parent d'être dans cette posture d'équilibriste ou de nœud marin dont vous nous parlez. Et je voudrais vous entendre sur la question de comment être ouvert et soutenir les expériences et donc ce qui est vécu au quotidien par l'adolescent, que cette expérience soit positive ou négative. Si je prends un exemple, si on habite en ville et qu'on a très peur, par exemple, que son adolescent fasse sa première sortie, l'empêcher, vouloir le garder à tout prix plutôt à la maison par peur des conséquences. Comment quitter cette posture où on est, voilà, vous avez aussi parlé à plusieurs moments du contrôle, que ce soit via les écrans, via les réseaux sociaux. Comment quitter cette posture de contrôle sur notre ado qui pourrait peut-être nous permettre de relâcher la pression qu'on se met personnellement? Alors, c'est vraiment une toute bonne question. Il faut bien comprendre ce qu'est un nœud marin. Un nœud marin, c'est quelque chose qui se défait facilement, mais qui est terriblement solide, parce que ça permet d'accrocher le bateau. Et donc, il faut démontrer qu'il y a une consistance. Ce qu'on appelle la sécurité affective, c'est la certitude qu'a l'adolescent que dans son environnement familial, il sera toujours aimé, quelles que soient ses expériences, quels que soient ses échecs, par exemple. Il faut aussi développer une forme de tolérance à l'échec. C'est important que l'adolescent puisse comprendre qu'en multipliant les expériences, certaines vont aboutir à des échecs, que ce soit, alors là aussi, je renvoie vers vice-versa, des échecs même sportifs. Vous savez, la grosse qualité de vice-versa, c'est qu'il faut savoir que les concepteurs de ce dessin animé, dans un premier temps, avaient imaginé, à la fois pour le 1 et pour le 2, une forme de cataclysme émotionnel parce que la personne vivrait un traumatisme. Et puis, ils se sont dit, les scénaristes, ça ne fonctionne pas comme ça. Si on veut que les gens comprennent ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain,
il faut qu'ils vivent des choses qui paraissent anodines. Un déménagement pour vice-versa, c'est qui peut être pour un enfant une reconfiguration du monde qui est compliquée à réaliser. Et pour l'adolescent, c'est un match de hockey, c'est-à-dire une compétition de hockey dans lequel il met l'essentiel de l'estime qu'il a de lui-même, parce que on ne peut pas, quand on est parent, fixer une forme de hiérarchie des priorités. Pour un certain adolescent, réussir à être sélectionné dans l'équipe de foot, c'est beaucoup plus important que d'obtenir un bon résultat à l'école. Et l'estime de soi, elle va être modulée par ce type d'expérience-là. Ça veut dire qu'il va falloir que cette estime de soi elle soit résistante aux échecs subjectifs. Tu peux m'en parler. Certains parents, effectivement, ont beaucoup de difficultés avec cette notion d'échec parce qu'on a l'impression que cet échec n'est pas autorisé, qu'il provoque un séisme non pas seulement chez l'adolescent, mais aussi un séisme partagé. Catastrophe, il a échoué. Non, il faut multiplier les expériences, à la fois dans les espaces qu'on a investis et dans ceux qui, comme l'école, on a moins investi, mais il faut toujours pouvoir s'autoriser à faire des erreurs et à continuer à se tromper, mais en se trompant mieux. C'est comme ça que l'adolescent va multiplier les expériences. C'est ce que vous exprimez, qui est difficile à concevoir pour le parent, parce que si vous voulez une estime de vous-même qui fonctionne bien, il ne faut pas tout réussir, mais il faut oser faire des choses. Un adolescent qui n'ose pas parce que ses parents lui disent non, bouge pas, reste là, tu prends moins de risques si tu bouges pas. Si tu fais rien, au moins tu risques pas l'échec. Eh ben, vous allez rentrer dans des cercles vicieux de mésestime de soi, parce que vous oserez de moins en moins, à la fois sur le plan relationnel, sur le plan aussi des expériences que vous allez réaliser, et moins vous faites, moins vous avez des probabilités d'obtenir des réussites. Et pire que ça, si vous agissez peu, lorsque vous avez un échec, vous le généralisez. C'est une catastrophe, je suis nul, je sais rien faire. Alors que quand on multiplie ces expériences, et on le voit chez certains adolescents, qui sautent d'une activité à l'autre, de manière, une forme de labilité, comme ça, avec des parents qui disent « mais tu sais pas ce que tu veux ». En réalité, c'est tout à fait légitime chez un adolescent de passer d'une activité à l'autre pour essayer différentes choses de façon à nourrir l'estime qu'il a de lui-même, parce que en essayant plusieurs choses, il va en réussir certaines, en échouer dans d'autres, et donc multiplier ce champ d'expériences possibles qui vont permettre à l'estime de soi de se constituer et aux échecs de se relativiser. Le vrai principe, il est celui-là, c'est-à-dire toujours faire en sorte que l'adolescent puisse vivre ses expériences, rendre compte de ce qu'il en vit auprès de ses parents, mais essentiellement au niveau du retentissement affectif que ça peut avoir, sans qu'il soit jugé par rapport à ça. Oh, mais tu rates tout, mais c'est pas possible, tu vas jamais au bout de tes activités, tu as fait un stage de ceci l'année passée, maintenant tu fais un stage de tout à fait autre chose, et l'adolescent donne l'impression effectivement qu'il a une feuille de route qui est un petit peu déséquilibrée et qu'il n'arrive pas à rassurer son parent sur son aptitude à réussir des choses. Et certains adolescents passent plus d'énergie à essayer de rassurer leurs parents qu'à essayer de trouver eux-mêmes des manières de se réassurer en développant finalement des activités multiples, dont certaines portent leurs fruits, d'autres beaucoup moins. Tolérer les échecs, tolérer les fausses pistes, tolérer les moments où effectivement l'adolescent se cherche. Au sens plein du terme, c'est aussi un des rôles que le parent doit avoir s'il veut que l'adolescent développe ses compétences psychosociales. Voilà, je ne vous entends pas, je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui, pardon, je n'arrivais pas à réactiver mon micro. Ok. Mais en tout cas, on va passer plutôt aux questions de nos participants, les questions sont très nombreuses, et notamment par rapport aux ados qui expriment pas mal d'anxiété, quand même pas mal d'anxiété, de signes qui ne vont pas bien. Et donc dans ce cas-là, si vous pouvez en quelques mots donner une piste, Alors c'est vraiment comment faire pour maintenir ce lien? Il y a deux éléments essentiels, l'anxiété et le fait qu'ils ne vont pas bien. On a tendance, dans notre manière de raisonner, à associer les deux, c'est-à-dire l'anxiété serait un indice de maladie mentale, de trouble mental ou de déséquilibre, alors que l'anxiété, dans la société dans laquelle nous vivons, c'est plutôt un signe d'intelligence. Avec ce qu'on connaît, c'est-à-dire
l'éco-anxiété, à laquelle se rajoutent des formes d'anxiété qui sont liées au fait d'avoir traversé une pandémie. C'est pas rien d'avoir traversé une pandémie, de se rendre compte qu'un virus non seulement traverse les frontières, mais joue avec l'être humain une espèce de partie d'échec, ce qui a rendu les adolescents, notamment ceux qui étaient enfants pendant la pandémie et qui sont maintenant adolescents particulièrement anxieux, c'est pas la pandémie, c'est le rebond. C'est-à-dire cette idée que tout ça est incertain, qu'on n'est jamais sûr de gagner une partie avec un virus, parce qu'il fait, comme dans les échecs, il fait des variantes. Ça a terriblement multiplié les indices d'anxiété. Autre élément qui rend effectivement cette anxiété très, très invasive, c'est le fait que la guerre produit des images qui sont des images de villes qui ne sont plus des villes exotiques, ce sont des villes qui ressemblent aux nôtres. Ça a créé effectivement tout un environnement anxiogène. L'anxiété, dans un contexte comme celui-là, n'est absolument pas un indice de maladie mentale. C'est un signe d'intelligence que les adolescents de cette génération ont manifesté avec beaucoup plus de virulence que les autres générations. Il faut l'entendre comme étant une manière de questionner le monde, parce que l'anxiété, je le disais tout à l'heure, c'est de nouveau quelque chose que vous allez voir de façon très très spectaculaire dans un dessin animé comme vice-versa, c'est que toutes ces émotions ont d'abord comme souci vous-même, c'est-à-dire la personne qui manifeste l'émotion. Une émotion n'est pas négative, c'est pas quelque chose, ça peut être encombrant. Vivre de l'anxiété, on préférerait effectivement pouvoir s'en débarrasser, mais c'est ce qui va nous rendre vigilants. Lorsqu'on a un adolescent qui développe par exemple de l'éco-anxiété, la manière la plus saine, c'est pas de lui donner un médicament qui contrôlerait cette anxiété, puisque l'éco-anxiété est quelque chose qui finalement développe un certain nombre de manières intelligentes de penser le monde, mais de dire cette anxiété, je la comprends, je trouve qu'elle est logique, et je la partage d'ailleurs partiellement. On va essayer de prendre des décisions qui vont nous permettre d'agir sur un certain nombre d'éléments sur lesquels on a du pouvoir. On le sait, par exemple, des adolescents qui font du tri sélectif, qui agissent par rapport à cette éco-anxiété, qui ont l'impression, à leur tout petit niveau, d'être actifs et que cette activité partagée notamment avec des adultes développe une anxiété morbide beaucoup moins nette, c'est-à-dire en gros une anxiété qui n'envahit pas son corps et une anxiété qui ne se développe pas dans toutes les sphères de vie de l'adolescent. C'est là qu'elle devient problématique. L'anxiété n'est pathologique que si elle vous empêche de vivre des moments agréables. Si dès que vous vivez quoi que ce soit, vous vous dites non, c'est pas possible, j'ai pas le droit de vivre ça parce que le monde va à sa perte, là c'est une anxiété invasive. Évidemment qu'elle est à ce moment-là pathologique. Même chose si votre corps manifeste des signes liés à cette anxiété, parce que les mots vous manquent. Mais l'anxiété partagée, c'est quelque chose qui est un indice de bonne santé et qui permet à l'adolescent d'aller bien. Et donc, il ne faut pas refuser cette anxiété et lutter contre elle. C'est important parce que les adolescents, pour le moment, ont un cahier de charges très, très costaud. Et on a l'impression, effectivement, vous le disiez d'ailleurs en filigrane, qu'ils vont moins bien. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau de bien-être qui semble inférieur à celui des générations antérieures. Les chiffres le montrent d'ailleurs. On a 40% des adolescents qui ont le sentiment de vivre à la bonne époque, mais 60% ont l'impression d'être nés dans une époque catastrophique et ne se déclarent pas heureux ou pleinement heureux. Dans ma génération, par exemple, on était 95% à se déclarer heureux ou très heureux. Ce n'était pas une génération très intéressante, on l'appelait la Bof Generation, c'est une génération qui ne s'engageait pour pas grand-chose, mais qui avait un sentiment de bonheur absolu, parce qu'on était dans le plein emploi, on était dans plein d'éléments qui montraient effectivement que la vie était plus facile. Lorsqu'on voit ce chiffre, en tant que parent, on peut quand même s'inquiéter en disant mais 40% seulement d'adolescents qui se déclarent heureux, c'est quand même inquiétant. Mais quand on va un tout petit peu plus loin dans les chiffres, il faut toujours se méfier d'un chiffre brutal comme celui-là. Et moi, j'ai eu l'occasion de le faire dans une recherche qu'on a réalisée dans le centre de la France, où on a simplement, au lieu de demander êtes-vous heureux ou pas heureux à des adolescents, on leur a demandé de se positionner sur un curseur entre 0 et 10 et de positionner leur niveau de bonheur. Il se situe à 7, qui est le niveau de bonheur serein. Si vous avez 7
dans votre curseur de bonheur, c'est que vous allez bien. Très bien, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le bonheur euphorique, le bonheur intense, celui qu'on a quand on a 9 ou 10, qui suppose soit l'état amoureux, soit une satisfaction longuement attendue par rapport à un désir qui a été couvé pendant longtemps, hein. Et là, ce sont des moments de bonheur temporaires. Mais l'adolescent actuellement dit non, c'est pas ça, je suis pas dans 9 ou 10, ils sont pas dans l'euphorie, ils sont dans ce bonheur serein. Mais il rajoute, mais j'ai l'impression que par rapport à ce que mes parents attendaient en termes de bonheur pour moi, je suis en dessous du niveau attendu. Donc on a quand même le sentiment qu'ils se sentent relativement bien, mais ils se sentent décevants par rapport à ce que leurs parents attendaient comme bonheur pour eux, parce que les parents, sans doute, hein, dans le contexte d'hyperparentalité qu'on a connu, puisqu'on a convoqué nos enfants à naître, on a parfois tendance à mettre beaucoup de pression sur le fait qu'ils doivent vivre un bonheur absolu. Je pose souvent la question dans les conférences, je demande aux parents, est-ce que il y a des parents dans l'assemblée qui ont des enfants qui n'aiment pas ou des adolescents qui n'aiment pas l'école. Et je vois généralement des bras, mais très très timides, quelques-uns se lever. Je suis obligé de concéder que ces parents ont probablement des enfants tout à fait normaux, et ce sont eux qui ont les enfants les plus normaux, puisque comme on a mis en scène l'obligation scolaire, c'est sans doute parce que spontanément, on n'aimait pas l'école. Mais on s'est tous convaincus du contraire. Et on s'est tous convaincus du contraire, en ce compris dans notre propre environnement professionnel. C'est ce qui explique que les choses sont si compliquées, qu'on a autant de burn-out. Ce n'est pas seulement les conditions de travail, c'est peut-être les exigences qu'on a par rapport au bonheur, et notamment au bonheur relié au travail. Je prends toujours cette petite... Oui, allez-y. Oui, mais je voulais vous demander comment quitter, peut-être pour le parent, cette envie de tellement vouloir bien faire, de proposer des activités en termes de scolarité, de sport, d'activités extrascolaires. Comment peut-être être disponible et orienter, soutenir son enfant dans la prise de confiance, l'autonomie, sans imposer de... Enfin, quel conseil pour avoir Alors, cette le posture premier ouverte? conseil, je donne très peu de conseils, hein, parce que les conseils n'ont pas beaucoup de sens, hein, ceux qui en ont besoin ne sont pas prêts à les entendre, et ceux qui sont prêts à les entendre n'en ont pas besoin. Donc, mais plutôt suggérer effectivement de s'enlever cette espèce de pression à l'idée qu'il faut être parfait, dans un monde parfait, avec des enfants parfaits. On doit renoncer à la perfection, on doit renoncer à cette image aussi du bonheur intense. La seule obligation qu'un parent doit se donner en réalité, c'est donner l'envie à l'adolescent et à l'enfant de grandir. C'est compliqué pour un adolescent de grandir quand il voit des adultes qui multiplient les burn-out, par exemple. Un burn-out, c'est une façon aussi de démontrer à l'enfant, à l'adolescent, que travailler, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est pas une voie d'épanouissement aussi sûre que ce qu'on te propose. Et peut-être que sur ce plan-là, eh bien, cette idée de bonheur intense, il faut pouvoir y renoncer. Le bonheur serein est plus facile à viser que le bonheur intense, le fameux 7 sur 10. C'est pour ça que je prends souvent cette histoire de Peggy face au casseur de cailloux, parce qu'elle explique bien la différence entre le bonheur intense et le bonheur serein. Peggy se balade sur la route de Compostelle et il voit un premier casseur de cailloux qui est complètement rompu, qui a mal au dos, qui n'en peut plus. Et il lui demande qu'est-ce que vous faites. Il dit, moi, monsieur, je casse des cailloux. C'est horrible. Voilà à quoi j'en suis réduit. C'est pas humain, mais je suis un casseur de cailloux. C'est épouvantable. Il va un tout petit peu plus loin. Il voit un deuxième casseur de cailloux qui casse aussi des cailloux, mais qui n'a pas l'air complètement rompu, qui n'est pas tout à fait souriant, mais qui casse des cailloux sans avoir trop mal au dos. Et Peggy lui demande, mais vous faites quoi? Moi, monsieur, j'ai trouvé ce boulot-là pour gagner ma vie et pour faire vivre ma famille. Je suis un casseur de cailloux. C'est pas génial, mais je casse des cailloux. Et puis il s'en va, il voit un troisième qui lui est super, super heureux, tout à fait souriant, un sourire d'une oreille à l'autre, et il lui demande qu'est-ce que vous faites. Et ce monsieur répond, moi, monsieur, je bâtis des cathédrales. Alors évidemment qu'on voudrait tous être des bâtisseurs de cathédrales, mais c'est la minorité. L'essentiel et la majorité d'entre nous, on est ce deuxième casseur de cailloux. Si vous êtes le premier, c'est-à-dire que vous allez travailler, que ça pèse des tonnes d'aller travailler parce que vous vivez des situations conflictuelles, vous avez le sentiment d'être exploité, etc. Effectivement, il faut y remédier. Mais si vous êtes dans le deuxième catégorie, c'est-à-dire des casseurs de cailloux qui gagnent leur vie en cassant des cailloux, pas de souci, très bien comme ça. C'est ce qu'on doit faire avec l'adolescent aussi. Vous savez, quand il vous dit j'aime pas l'école, j'y vais parce que je suis obligé, il est juste normal, il est le deuxième casseur de cailloux.
S'il va à l'école en disant j'y vais, mais mon cartable pèse des tonnes parce que je suis harcelé, parce que je vis des trucs épouvantables à l'école, où je me sens complètement largué, je comprends plus rien à ce qu'on attend de moi, là, il faut s'en préoccuper. C'est le premier casseur de cailloux. Celui-là, il faut le soutenir et l'aider. Le deuxième casseur de cailloux, celui qui dit moi j'y vais parce que je dois, mais si je pouvais rester à la maison, je préférerais rester à la maison. Ah ben, c'est quelqu'un qui est tout à fait normal. L'extrême minorité va à l'école pour devenir astronaute, pilote de chasse, ou parce qu'ils ont un projet bien précis dans leur tête et qu'ils s'éprouvent du plaisir à l'être. Être ce deuxième casseur de cailloux, on doit s'autoriser à l'être aussi. C'est pour ça que j'aurais tendance à dire aux parents, ben, votre première obligation, ben, c'est de manifester ce qu'on appelle un bonheur serein. Pas nécessairement un bonheur spectaculaire. Je vais bien, oui, et toi, est-ce que tu vas bien? Oui. Mais normalement bien. Pas nécessairement trop en demander par rapport à l'ensemble finalement de ce qui nous permet de vivre avec les autres. Ben, ces compétences psychosociales, elles s'activent beaucoup mieux dans le bonheur serein que dans la recherche permanente du bonheur intense, avec tout ce que ça suppose comme difficulté. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais Oui, oui. Oui, une autre question, une thématique qu'on n'a pas encore abordée, c'est comment gérer un adolescent face à une rébellion ou une tentative de fugue dès qu'on veut poser un cadre, ou si en tout cas il refuse le dialogue, il refuse les règles à la maison. Voilà, quelle posture adopter Alors, c'est une très belle question. Ça mériterait, rien que cette question-là mérite toute une conférence, parce que la vraie difficulté qu'il y a dans le cadre qu'on doit mettre en place dans la maison, c'est qu'on doit éviter la tension qui se manifeste quand on produit une confusion entre des règles. Les règles de la maison, l'adolescent, il doit les comprendre. Il y a des règles qui sont toujours des règles territoriales. Sur le territoire, voilà comment on doit tous se comporter sur les territoires communs. Et il y a des territoires autonomes sur lesquels, effectivement, ben, on peut accepter que les règles changent, sont différentes, mais les règles communes, par exemple, on débarrasse la table et chacun un tour de rôle, c'est des trucs tout bêtes, hein, les règles, c'est quelque chose, c'est aussi, je dirais presque aussi con que le code de la route. Ça veut dire qu'il y a des règles précises de déplacement et de regroupement qui vont nous permettre de vivre ensemble. Il y a tout ce qui, à un moment donné, n'est pas de l'ordre des règles, mais de l'ordre des normes. Comment est-ce qu'on va vivre ensemble en se respectant les uns les autres? Là, ce qui est fondamental, c'est qu'on ne mélange pas l'un avec l'autre. Parce qu'une règle, quand il y a une infraction, on peut punir. Si c'est une règle, un petit truc tout simple pour savoir si c'est une règle, vous devez savoir la dessiner. C'est pour ça qu'il y a des panneaux de circulation. Ça a une fonction qui est, ben, il faut qu'on puisse ne pas la contester. Donc, vous devez être sûr que vous avez à faire une règle. Là, évidemment, en cas d'infraction, tout le monde va accepter qu'il y ait une punition. Par contre, quand c'est une norme, il faut se respecter les uns les autres. Il faut qu'on puisse arrêter de se moquer. Arrête de te moquer de ta mère, de te moquer de ton père, etc. Là, ce n'est pas des règles, c'est des normes. Et là, ce qui est important, c'est que l'adolescent comprenne que chacun a des émotions et qu'on ne peut pas hiérarchiser ces émotions. Les émotions de ton frère, tes émotions, les émotions de ton père, de ta mère, eh ben, sont au même niveau et on doit pouvoir exprimer ces émotions dès qu'on est dans la construction de normes communes qui font qu'on va pouvoir exprimer ces émotions et y réagir les uns par rapport aux autres. Pour ceux qui le souhaitent, je transmets toujours les outils dont je parle, hein, ce qu'on appelle les espaces de parole régulés, sous forme de petites capsules où les personnes peuvent dire, tiens, si je veux faire un espace de parole régulé pour favoriser l'expression des émotions dans les familles, dans la famille, voilà comment je peux faire. Donc je me permettrai de vous les envoyer si vous le souhaitez. Si quelqu'un, un participant, souhaite avoir cet outil, comme ça, je dirais que c'est très facile à activer, c'est très concret. Comment on active finalement la manière de gérer les émotions. Et puis il y a un autre élément, dans une famille, eh ben, comme à l'école d'ailleurs, on doit faire société. Il y a des lois, on ne se frappe pas, on n'utilise pas des insultes racistes, sexistes, homophobes, etc. Ce sont les lois qui existent dans la société. Là, il faut que le système familial puisse émettre des sanctions. Quand on ne mélange pas les lois, les règles et les normes, là, ça devient facile de mettre un cadre en place. Le principe, c'est un cadre qui répond aux besoins de structure de chacun d'entre nous. Là où il y a des difficultés, c'est quand il y a une confusion. Je te punis parce que tu es insupportable. Ben non, ça ne veut rien dire pour l'adolescent. Effectivement, dans ces cas-là, il vaut mieux tuer insupportable. On risque de se mettre en pétard l'un par rapport à l'autre si on reste dans la même pièce. Donc, on va rester dans des endroits séparés jusqu'au moment
où l'un et l'autre, on arrive à de nouveau se supporter. C'est ce qu'on appelle le time-out, mais le time-out librement consenti par l'un et l'autre. Il ne faut jamais hésiter dans une famille à se mettre à l'écart les uns les autres quand on produit des effets négatifs sur le système nerveux de l'autre, quand on se montre insupportable. Et la meilleure façon de gérer les crises, c'est parfois de se mettre à l'écart, de retrouver son calme. Et il faut parfois du temps pour ça, hein. Il faut savoir que si vous avez une dispute avec quelqu'un, une dispute assez intense, eh bien, il vous faudra 36 heures pour retrouver votre niveau hormonal initial. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, une tension énorme, une grosse bagarre, pouvoir dire à l'autre, écoute, on reparle de tout ça dans 36 heures, je sais bien que ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'on n'est pas toujours disposé à le faire, on va chacun aller respirer et réfléchir dans notre coin. Là, vous avez des réaménagements cognitifs qui vont se faire. Quand on reprend la conversation, on la reprend tout à fait autrement. Si par contre, on n'attend pas qu'on retrouve cet état finalement de sérénité qui permet de réenvisager les choses, ah ben, on est dans une situation de tension partagée, on s'insupporte de moins en moins l'un l'autre, et ce qui se passe, c'est qu'on provoque de la colère chez l'autre, et que vis-à-vis de cette colère, on réagit de manière colérique, et là, vous avez une espèce de mise en crise, tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle un processus en Z qui se met en place. Donc, pouvoir se tenir à l'écart, avoir des territoires de retrait, et respecter ces territoires de retrait. Avec un adolescent, c'est terriblement utile, des endroits où tu peux te calmer. Je ne vais pas venir t'embêter, retrouve ton calme. Moi, je vais me mettre aussi à l'écart et puis on rediscute de tout ça quand on s'est calmé l'un et l'autre. Ce sont des façons tout à fait opérationnelles de gérer les crises. Oui, et une autre question porte plutôt sur comment faire quand son adolescent ne souhaite pas développer son autonomie, prendre des responsabilités. Il y a la question de la nonchalance, mais je pense que ça, vous avez déjà un peu évoqué. Mais donc, c'est comment, en tant que parent, motiver un adolescent à être plus autonome, à être responsable? Alors, on est en train d'évoquer le phénomène, par exemple, des tanguis, c'est-à-dire ceux qui restent à l'intérieur alors qu'on voudrait les voir partir et qui ont tendance, parce que l'adolescence est devenue une période très complexe sur le plan de ses frontières. Elle commence, on ne sait pas quand, on parlera d'ailleurs d'adolescence, et elle finit, on ne sait pas quand. On parlera aussi d'adolescence. Et donc, le fait de rester à l'intérieur, dans cette espèce de cocon protecteur que signifie la famille, n'est pas nécessairement non plus un indice de mauvaise santé, c'est une forme d'adaptation à une identité qui devient disponible, celle de l'adolescence, une adolescence prolongée. Si ça ne crée pas de souffrance autre que la souffrance sociale qui serait liée au regard que les autres auraient sur la relation, c'est pas un souci. On a le temps et le développement d'une forme de temporalité qui suppose, par exemple, parce que l'adolescence est quand même une invention de l'adulte occidental postmoderne, hein, n'a pas existé partout. Et par exemple, vous avez dans les sociétés primitives, l'adolescence n'existe pas, ça dure un jour, vous avez des épreuves, un rituel et une crise qui est réduite en une journée où vous passez de l'être non sexué à l'être sexué. Et vous n'avez aucune crise d'adolescence parce que tout est mis en place avec des marqueurs biologiques, avec des rituels, etc., qui se mettent en place. Bah, chez nous, c'est une période molle, ça peut durer plus ou moins longtemps. Il n'y a aucun agenda biologique ou agenda social qui suppose qu'elle doit se dérouler en un temps record. Donc si un adolescent prend son temps avant de s'en aller de manière autonome, et l'autonomie, ce n'est pas sa capacité de se débrouiller seul, parce que ce n'est pas ça, comme ça qu'on construit son autonomie. L'autonomie, c'est la capacité de faire appel aux autres quand c'est nécessaire. Chaque parent suppose d'ailleurs que son enfant va devenir suffisamment autonome pour effectivement s'éloigner, mais en cas de difficulté, pouvoir faire appel à lui. C'est ça la vraie autonomie, c'est-à-dire c'est la création d'un lien qui reste un lien vital. C'est pas tu te débrouilles et maintenant on n'existe plus pour toi. La véritable autonomie, c'est tu vis ta vie, tu fais appel aux autres, pas à tout bout de champ, mais quand c'est nécessaire, tu fais appel aux autres et tu dois être capable de vérifier quand tu peux faire appel aux autres. Et donc paradoxalement, quand un adolescent semble manifester plus de difficultés à s'éloigner, il faut démontrer sa disponibilité. Si tu t'éloignes, on sera là. Plutôt que essayer de réaliser une espèce de sevrage
brutale en disant, ben voilà, pas parce que ça ne va pas à ton âge, tu ne dois pas te comporter comme ça, tu devrais être plus autonome, etc. C'est la confusion entre la débrouillardise et l'autonomie. L'autonomie n'est pas une capacité de se débrouiller seul, c'est une aptitude à faire appel aux autres quand c'est nécessaire, mais uniquement quand c'est nécessaire. Et donc c'est ça que la posture du parent, qui là aussi est une posture d'équilibriste. Je suis là si tu en as besoin, mais fais tes expériences, fais des choses que tu as envie de faire et lance-toi dans la vie dans des expériences qui sont des expériences autonomes, parfois très partielles. Et il y a pour compléter une question par rapport au choix, quand un adolescent doit faire ses propres choix, au niveau de l'option à l'école ou pour son avenir. Là, on peut sentir une crainte, soit par rapport à un choix à faire ou aux expériences, comme vous venez d'évoquer. Alors, Oser. il faut bien changer, je dirais, ses façons de faire en fonction de la manière dont la société change. C'est fini les trajectoires diplômantes, hein. Je vois tous les débats qui sont actuellement sur les options qui diminuent, etc., etc. Il faut savoir que pour le moment, on est dans un cas de figure dans lequel les métiers qui existeront dans 10 ans, on ne les connaît pas encore, pour 80% d'entre eux. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on induise chez l'adolescent, chez l'enfant, mais chez l'adolescent de manière beaucoup plus urgente, des parcours d'acquisition de compétences, plus des trajectoires diplômantes. Et donc, le choix, par exemple, n'est plus un choix de je vais faire ce métier-là, choisir ce diplôme-là, pour, à un moment donné, me réaliser dans cette fonction-là. Parce que ce n'est pas comme ça que ça va fonctionner. On va devoir apprendre tout au long de notre vie. Quand vous aurez terminé votre scolarité, vous allez commencer vos études. Et donc, il faut qu'on préserve ce plaisir et ce désir d'apprendre avec des choix, des orientations qui ne sont plus bouchées en disant tu vas faire uniquement choisir un métier, tu vas faire le choix en fonction simplement d'une trajectoire diplômante. C'est un parcours d'acquisition de compétences qui va durer tout au long de ta vie. Et là, on a effectivement un rôle qui est de permettre à l'adolescent de multiplier ses options en améliorant, et c'est ce mot de scène qui est vraiment fondamental, sa capacité, donc son aptitude à faire des choix qui correspondent à ses aspirations. Le principe, la seule difficulté et le véritable écueil, c'est quand un adolescent dit « tiens, j'aurais voulu faire ça, mais non, je ne peux plus parce que je suis dans une orientation qui me bouche ». C'est heureusement très peu le cas et ça ne devrait jamais l'être. On doit toujours être en mesure de faire des choix à toutes les périodes de sa vie, pas nécessairement avec une pression identitaire forte pendant l'adolescence. Choisis un métier et choisis un diplôme qui te permettra de réaliser ce métier. Ça doit être un parcours d'acquisition de compétences. Et alors, il y a une question qui concerne les différents temps dont vous avez parlé, hein, le temps Oui. famille, le temps professionnel, le temps libre. Concrètement, comment le mettre en place? Comment définir les proportions de chaque temps? Alors, Il y a vraiment plusieurs questions. commencez par vous-même, hein. Si vous-même, vous êtes déjà en mesure de vous mettre un temps libre, mais que vous avez la discipline pour le faire, hein. Je répète cette phrase des Japonais, même un rendez-vous avec l'empereur ne bouscule pas l'ikigai. Et donc, c'est plus une question d'état d'esprit. Quand vous faites votre agenda, vous mettez ce moment, alors ce n'est pas nécessairement un temps long, mais si vous dites, ce matin, je me lève parce que je sais que, et je suis content de me lever parce que je sais que de 4 heures à 5h30, je vais pouvoir lire, je vais pouvoir faire quelque chose qui me convient. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question simplement de moments préservés. Un adolescent va préférer avoir des moments préservés, évidemment, qui doivent simplement, alors il y a un quatrième temps qui chez l'adolescent et l'enfant doit aussi être sans doute géré en partie par l'adulte, c'est le temps de sommeil, qui est un temps qui doit être préservé. Quand tes parents me disent ben, ça va pas à l'école parce que à cause des jeux vidéo, parce qu'on a un mal de chien à le réveiller le matin parce qu'il joue toute la nuit, le problème n'est pas le jeu vidéo, le problème c'est que la nuit elle n'est pas faite pour jouer à des jeux vidéo et que ce temps-là n'est pas nécessairement un temps négociable chez l'adolescent, donc il doit y avoir des temps non négociables. Le temps obligatoire de l'école, plus le temps associé au travail scolaire. Et il vaut beaucoup mieux le fixer à l'avance, c'est-à-dire un agenda où on dit, voilà, le week-end va se passer comme ça, le samedi de telle heure à telle heure, ben, c'est obligation scolaire, de telle heure à telle heure, c'est le temps libre, et on va faire un truc en famille de telle heure à telle heure. Et on fixe l'agenda, mais de toute la famille. La vraie gageure, c'est de ne pas se focaliser sur le temps de l'adolescent avec des bras de fer permanents.
oublier son propre temps. Il faut qu'on ait soi-même son propre agenda et il faut d'abord commencer par soi-même. C'est toutes les problématiques, y compris ceux des rapports aux écrans. Si vous en faites uniquement un problème d'adolescent sans vous poser la question de savoir comment vous-même vous êtes par rapport aux écrans, pourquoi on a tendance à scroller, pourquoi on a tendance à déborder le temps d'écran, pourquoi est-ce qu'on gère aussi mal nos propres temps d'écran, on se retrouve à focaliser le problème comme étant celui de l'adolescent, et là, on crée de la tension. Donc, il faut d'abord étraîner cet agenda sur vous-même, en coupant le temps en trois et en ayant cette discipline. C'est une discipline qui semble paradoxale, mais qui pourtant est essentielle, de préserver votre temps libre. Votre temps libre, les gens doivent pouvoir l'identifier et vous devez vous mettre en mesure de le protéger. Une fois que vous l'aurez fait sur vous-même, vous verrez que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de le discuter avec l'adolescent en spécifiant simplement des agendas qui vont permettre à tout le monde de savoir que pendant notre temps libre, on a de comptes à rendre à personne. Il n'y a rien de pire pour un adolescent que de se retrouver à jouer avec des jeux vidéo et sentir la pression du regard de parents qui disqualifie son activité. Et donc là, vous avez non seulement, vous êtes en situation de tension par rapport à un adulte qui va essayer, d'ailleurs parfois très maladroitement, de couper votre temps d'écran. Un des éléments qui crée le plus de crise, c'est quand l'adulte, en essayant de gérer son temps d'écran, intervient sans savoir ce que l'adolescent fait sur l'écran. Par exemple, vous êtes en train de jouer à un jeu vidéo et vous êtes en finale de Coupe du Monde. Et maman a décidé qu'on devait manger. Et elle dit stop, tu arrêtes. Finale de Coupe du Monde quand même. Hein. Vous avez travaillé pendant des jours et des jours pour arriver à cette finale. Et on vous dit, il y a une côtelette et du chou rouge. Et c'est une urgence, tu dois manger. Stop. Là, évidemment, vous allez lui faire péter un câble. Donc, comprendre, par exemple, que lorsqu'on interrompt un match, on lui dit, va au bout de ton match. Dans tous les cas de figure, parce que je sais qu'un match, ça dure sur un jeu vidéo, ça dure un maximum de 10 minutes. Et donc, tu joues pendant 10 minutes. Si c'est un jeu de quête, vous êtes en train d'avancer dans un pays dans lequel vous êtes en train de découvrir des choses essentielles. Et on vous dit non, il faut venir manger, il y a le chou rouge et les côtelettes qui t'attendent. Là, vous ne comprenez pas que le parent trouve ça si urgent alors que vous êtes en train d'avancer dans un monde imaginaire extraordinaire. Il faut savoir que les jeux vidéo sont découpés en pré-séquences et en séquences qui durent 7 minutes ou 15 minutes. Le parent qui le sait lui dit tu fais une pré-séquence, pas plus, parce qu'après on va manger. Là, l'adolescent sent qu'il est perçu. Si c'est un jeu qui est un jeu de plateforme, pouvoir dire tu vas jusqu'à la prochaine plateforme, tu enregistres ton niveau et puis tu viens manger. C'est ça, simplement gérer le temps familial en tenant compte de ce que l'adolescent peut faire. Sur son temps libre, il fait ce qu'il veut, plutôt qu'éviter cette forme de tension de l'adolescent qui ne prend plus de plaisir à jouer parce qu'il sent le regard des approbateurs de ses parents, qui négocie tout. Non, ton temps libre, tu fais ce que tu veux. Par contre, tu dois savoir qu'à ce moment-là, on va manger. Et on fixe le moment, et là, c'est un temps négocié, temps familial. Tu ne prends pas d'écran, et on te préviendra suffisamment tôt pour que tu puisses enregistrer ta partie ou finir ta finale de Coupe du Monde. Là, on évite énormément de tensions parce qu'on a laissé l'écran se développer dans un temps qui est réellement vécu par l'adolescent comme un temps libre. Le vrai problème des écrans n'est pas leur contenu, n'est même pas leur présence, c'est la gestion du temps d'écran qui doit être réalisée de façon plus rigoureuse et qui doit être anticipée. Si vous l'anticipez, il n'y aura pas trop de soucis. Si vous réagissez au cas par cas en réagissant de crise en crise, vous risquez de faire un bras de fer systématique autour des écrans. Merci Monsieur Mbeek pour tous ces éléments. Nous avons essayé en tout cas de brosser les thématiques soulevées par les questions des participants. Donc encore merci pour toutes ces pistes. Merci à vous. Je tiens aussi à vous remercier tous les participants pour l'attention que vous nous avez accordée. Nous espérons avoir répondu à un maximum de vos questions. Vous retrouverez dans la conversation un formulaire d'évaluation qui nous permettra d'améliorer la suite de nos activités. Et comme je l'ai dit au début, vous pourrez retrouver l'enregistrement du webinaire sur notre page web. Voilà, je vous dis à très bientôt et une bonne soirée à tous. À tout le monde. MC, avec vous pour la vie.